pensais que c'était le gouverneur général, elle ne savait pas. Non, le gouverneur général, je savais, mais lauréate. Et je suis restée, dans le silence un peu, puis elle dit allô. J'ai dit, félicitations, bravo et tout. J'ai dit, oui, mais je comprends pas qu'est-ce que je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire lauréate. Et là, je n'avais pas de dictionnaire près de moi et tout ça pour aller chercher. Et elle m'a dit, ça veut dire que vous avez gagné le prix. Et je suis partie à rire parce que j'étais sûre que c'était les grandes gueules qui faisaient. Là, j'ai dit, non, ça marche pas avec moi, je suis pas Sarah Palin, vous ne m'aurez pas. J'étais pas prête que vous allez me mettre à la radio avec ce truc et tout. Et évidemment, donc elle m'explique encore et j'ai dit, non, ça ne marche pas, on raccroche. Et elle dit, non, on peut raccrocher puis vous pouvez rappeler ce numéro et vous allez voir que c'est vraiment le Conseil des arts. Et je vous jure sur la tête de ma mère qui est encore vivante. Et là, c'est sérieux quand on parle de mère. Donc je l'ai prise au sérieux et je dis, oh, pardon, ok, d'accord, oui. Et elle m'a demandé tout simplement la date. Ah non, c'est ça. Et je lui ai dit, vous savez, je pense que c'est pas une bonne idée de m'accorder le prix. Parce que je comprenais pas encore l'importance ou l'essence du prix. J'ai dit, non, parce que ça s'appelle le prix littéraire. Et vous voulez accorder un prix littéraire à quelqu'un qui ne connaît pas la définition du mot lauréat? Non, mais sérieusement. Et donc, j'ai dit, on va raccrocher, on va recommencer. De un, parce que je suis à moitié tout nu. J'ai le sein à l'air et tout ça. Et puis, pour ce genre de prix, je pense que ça prend quand même un certain décorum pour recevoir la nouvelle. Et je dis, puis deuxièmement, ça va vous permettre de discuter avec vos collègues, voir si vous voulez vraiment accorder ce prix-là à moi. Et c'est pas encore public, donc vous pouvez retirer le prix, il n'y a pas de problème. Je n'en parlerai pas. Et alors elle m'a dit, j'ai 11 autres appels à faire. Donc, si ça ne vous dérange pas, soyez juste disponible tel jour, telle date à Ottawa. C'est tout. C'est tout ce que je vous demande et je raccroche. Et voilà, c'est comme ça. Tout ça pour vous dire, vraiment, je me suis plongée dans l'écriture sans savoir dans quoi je m'embarquais et je ne savais même pas que c'était un livre que j'étais en train d'écrire. J'ai écrit vraiment parce que je m'endormais beaucoup au feu rouge, au volant. Au feu rouge. Pas pendant que je roulais, mais quand on me donnait 2 minutes de repos, 2 minutes, non, 2 secondes. Dès qu'il y a 2 secondes, comme maintenant. Si vous me dites, si vous me donnez 2 secondes, je peux m'endormir tout de suite. Je suis un peu narcoleptique, alors c'est très facile pour moi de tomber. Et je travaillais très très fort au restaurant. Ça finissait à 1h, 2h du matin. Et mes enfants étaient étaient tout petits, donc ils se réveillaient quand même à 6 heures, peu importe l'heure à laquelle je rentrais. Et donc, le soir, à 2 heures du matin, quand le feu était un peu long, je m'endormais. Puis quand je m'endormais, mon pied, je sais pas... ça se relâche tout, oui, hein? ça se relâche. Et puis là, je frappe la voiture en avant de moi. Et c'est arrivé à quelques reprises. Et les gens n'étaient jamais contents, à 2 heures du matin, de débarquer de la voiture et venir me voir. Et c'est très souvent, c'était des grands monsieur qui me regardent comme ça, de « Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? » Bon, parce que je vous épargne ce qu'ils disent vraiment quand ils viennent vers moi, quand ils venaient vers moi. Et puis, le premier truc que j'ai trouvé pour rester éveillé au volant, c'était de craquer les pépins de pastèque. Parce que les Vietnamiens, on mange ça au Nouvel An. On fait griller les graines de pastèque et puis on sert aux invités qui viennent nous voir le premier de l'an. Pas seulement les graines de pastèque, mais avec des fruits confits et tout ça, mais aussi des graines. Et ça prend beaucoup de dextérité pour pouvoir craquer ces graines-là parce qu'elles sont plus dures que les graines de tournesol. Et la chair est encore plus mince que ce que vous trouvez dans les graines de tournesol. C'est aussi mince qu'une feuille de papier. Donc, il faut arrêter juste au bon moment. Mais il faut mettre assez de force pour craquer la coquille et manger la petite chair à l'intérieur. Donc, ça me gardait en vie pendant les feux rouges. Mais avec le temps, ça abîmait les dents. Et comme dans toute famille vietnamienne, c'est ça, j'ai un frère qui est dentiste.
on est très original. Et donc, il m'a demandé d'arrêter de manger. Et donc, je commençais à prendre des notes pour le resto, quoi acheter pour le lendemain et tout ça. J'avais un petit cahier de notes qui était très joli, qui m'avait été offert par Karine Vanasse une fois, parce qu'elle est venue manger au resto très souvent et puis on est devenus amis. Et elle m'a offert ce beau petit carnet-là, puis je ne savais pas quoi faire à ce moment-là, donc je commençais à prendre des notes d'épicerie, de faire la liste. Et puis un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais j'ai tourné le carnet à l'envers, comme ça, et puis à la dernière page, j'ai commencé rue. Et j'ai pas pensé à la porter, mais si je vous le montrais, c'est ça, vous allez voir que c'est très proche de ce que rue est aujourd'hui. Et si j'ai écrit, c'est vraiment après la fermeture du resto, mon mari m'a imposé un mois de punition à la maison. Donc, il m'a attaché après une chaise et puis il m'a mise, il a acheté vraiment un ordinateur, l'Internet et tout ça. Et puis, il m'a dit, là, tu vas vraiment chercher un métier qui te plaît. Et en tant qu'immigrante, je ne m'étais jamais posé cette question-là. Qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard, quand je vais être grande? Et j'avais déjà 39 ans. Donc, il dit, tu sais, ce serait peut-être l'heure. Au lieu de changer de carrière tous les 5 ans, il était fatigué, je pense, de me suivre comme ça à travers ces différentes expériences. Et surtout que je ne savais jamais ce que je faisais. Comme la restauration, je ne savais vraiment pas cuisiner. Donc, quand j'ai ouvert le resto, j'ai ouvert le resto. Et puis je pouvais faire juste un plat par jour. Donc, vous venez, vous ne pouvez pas choisir. Il n'y avait pas de menu. Donc, je cuisinais un plat, vous vous asseyez et puis vous mangez. Et mes clients étaient très contents, en fait. Ils pensaient que c'était un concept. Donc, il y en a qui disaient « Ah, Kim, quel beau concept! » Comme ça, on ne perd pas de temps à choisir dans le menu. Et puis, ça change tous les jours et tout ça. J'ai dit « Mais c'est pas un concept. » C'est parce que je n'étais pas capable de faire plus qu'un plat. Donc, il y avait des clients fidèles qui venaient souvent, et puis un jour comme ça, et puis je viens juste de le revoir 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, là, ça fait 7 ans, 8 ans. Bon, enfin, et ils me disent, il m'a dit, Kim, je viens tout le temps, mais je suis allergique aux poissons. Et cette journée-là, il est venu avec des amis pour présenter le resto, et je faisais du poisson, et il ne pouvait pas manger. Et apparemment, il a demandé au serveur s'il pouvait manger autre chose. Et apparemment, ma réponse était, je suis pas capable, il n'y a rien d'autre. Il n'y avait que du poisson, donc il n'a pas mangé. Il est resté là avec les amis qui mangeaient. Et lui, il a mangé du riz. C'est tout, un riz blanc. Et pour vous dire, j'étais complètement dépassée parce que... je suis toujours dépassée par ce que je fais. La même chose pour le droit. Je ne savais pas ce que je faisais. Quand je suis allée en entrevue, et si je suis allée en droit, c'est parce que, bon, il faudrait peut-être commencer par le début. J'ai fait traduction, mais vraiment par défaut. Je voulais faire études françaises, études littéraires françaises et tout ça. Et mes parents m'ont demandé qu'est-ce que tu vas faire après ton diplôme en littérature française. Et je ne savais pas, j'avais pas de réponse en fait. Je ne savais pas qu'on pouvait devenir journaliste, prof et tout. Donc, et je pensais qu'il y avait peut-être un métier qui s'appelait un littéraire. Et puis j'ai cherché et puis il n'y a pas de littéraire. Et donc, quand j'ai dit à mon père, oui, je vais devenir littéraire française. Et il m'a dit, non, c'est pas un métier. Alors, quand tu auras trouvé un métier, tu pourras y aller. Et sur la même feuille, vous savez, de linguistique et tout ça, il y avait traduction. Donc, j'ai pris traduction parce que ça donnait traductrice. Ça donne un métier. Donc, j'ai dit, je prends traduction parce que ça donne traductrice. L'anglais, et sans maîtriser le français. Et le premier cours que j'ai pris, c'était le cours de création littéraire. Et j'étais surexcitée parce que c'était un cours qui était rattaché au département des études littéraires. Alors, je me dis, je suis avec les littéraires français. et avant la mi-session, le prof m'a convoqué dans son bureau. C'est jamais bon quand un prof nous convoque dans son bureau. En tout cas,
pas dans mon cas, je sais pas, peut-être mon don, même jamais moi. Et je suis arrivée là et il m'a dit, Kim, pour la première fois, c'était noté sur 100, divisé en 3 blocs de 33% chacun. Le premier bloc, c'était la maîtrise de la langue. Le deuxième, participation en classe. Et le troisième, c'était créativité. C'est ça. Et il m'a dit qu'il n'avait jamais fait ça de sa carrière, que c'était vraiment la première fois, mais il me donnait 0 pour le premier bloc, pour la maîtrise de la langue. Et oui, mais quand même, j'étais la première de quelque chose. Hein? Je suis sûre qu'il se souvient de moi. C'était le premier 0 qu'il a donné à un élève, une étudiante. Et puis, il dit, pour le deuxième, pour la participation, il me donnait aussi un 0. Parce que je ne pouvais pas commenter le texte des autres. Pour moi, ils étaient parfaits. Il n'y avait aucune faute. Et puis, je ne comprenais pas non plus le texte. Donc, tout ce que je pouvais dire, c'était « Oh, c'était très bon. J'aime beaucoup ça. » Et il dit ça, ce sont des commentaires pas intelligents. En fait, des commentaires complètement inutiles pour l'autre. Alors, et donc, c'était un gros 0 pour la participation. Et j'ai dit « Mais ça veut dire que j'ai échoué? » Il dit « Oui. » Il dit, alors si tu vas abandonner ton cours maintenant et changer de département, ben, tu vas pouvoir récupérer l'argent des cours, les frais de scolarité. Et je trouvais qu'il était très gentil d'avoir pensé à ça. Ben, il dit, attends pas jusqu'à après la mi-session et tout ça, va chercher ton argent. Ben, je dis, oh, qui est aimable. Non, mais non, de penser. Alors, je m'en allais, oui, abandonner, mais... Finalement, je n'ai pas abandonné parce que ma mère, évidemment, mes parents s'opposaient beaucoup à ce choix-là. Ils voulaient que j'aille en sciences. Et j'avais en plus les notes pour, je ne sais pas, aller en médecine ou ailleurs. Et je vous dirais, tous les amis vietnamiens de mes parents avaient appelé avant que je rentre à l'école pour me dire, bon, écoute, c'est vraiment pas un métier pour toi, c'est un métier pour personne. On connaît une traductrice d'origine vietnamienne qui vit en Suisse et en ce moment, elle mange la terre pour vivre, tu sais. Et puis une autre qui est aux États-Unis et elle n'est pas mariée. Il n'y a personne qui veut la regarder parce qu'elle est traductrice. Alors, enfin, des histoires d'horreur comme ça tous les jours. Et donc, plus on me racontait des horreurs, ben plus je voulais y aller, je crois, et plus on voulait s'opposer à sa mère. Donc, je suis allée, et avant de commencer la première journée, ma mère a dit, m'a répété peut-être 100 fois cette journée-là, elle a dit, écoute, si tu veux vraiment y aller, vas-y. Mais dès que tu réalises que tu as fait une erreur, il faut que tu aies le courage de te dire que tu as fait une erreur, et aie vraiment le courage de te relever et te virer de bord, de trouver une autre direction. Et évidemment, je n'avais pas ce courage-là. Et donc, je suis restée en traduction, sachant que c'était une erreur. Et je voulais pas non plus, c'est ça, regarder ma mère dans les yeux et dire qu'elle avait raison. Hein, quand on a 18 ans, c'est embêtant de dire que sa mère a raison. C'est pas très cool. Et aussi, je pense que je voulais pas m'humilier. Bon, en fait, l'humiliation devant ma mère, alors que je m'humiliais tous les jours à l'école. Parce que tout le monde savait que j'avais 0. Je cachais pas non plus, puis tout le monde m'a aidé, en fait. Les autres étudiants m'ont vraiment soutenu pour que je puisse finir ce diplôme-là. Puis je l'ai terminé, le diplôme, en 3 ans, comme tout le monde, mais en sachant très bien que je n'avais pas la capacité de devenir traductrice.